Oui, ça marche. Bien, bonjour, chers collègues. Donc, nous sommes à notre deuxième conseil municipal. Nous aurons donc un troisième le 24 juin, qui sera un conseil. Tous les conseils sont importants, mais celui-là sera particulièrement important puisque ce sera le vote du budget 2020 dans un contexte un peu particulier. Ce que je propose tout de suite, c'est de passer la parole à Youssef qui va faire l'appel. Bonsoir à tous. Le Proust Gilles. Présent. Boucher Catherine. Présent. Donc Benamar Youssef présent. Le Batteux Claudine. Létard Paul. Mbodj Ursun. Bro Alexis. Foucanberg Maude. Nafa Mostafa. Kokil Alexandra. Lamar Nourdine. Canua Rémi. Giffard Francine. David Frédéric. Emam Céline. Tessier Véronique. Guillois Jean-Claude. Joannick Audrey. Mbungu Arsène. Morin Sylvie. Nkilua Freddy. Dupuis Camille. Malanda Vivien. Camus Anne. Guilbeault Cyril. Ajorge Sandra. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria. Frère Pierre-Adrien. Anderlé Sandrine. Gaillard Gérard. Jeda Brigitte. Traoré Djibril. Absent. Bien, donc vous avez reçu l'ordre du jour. Pour le préparer, j'ai eu notamment Gaëtan Cordelet par rapport à un certain nombre de commissions, comme nous les avions fait dans le premier conseil municipal. Je vous propose, on vous a mis sur table un communiqué de presse de ce matin de l'AMF concernant les questions financières liées au Covid-19. On vous l'a envoyé, y compris par mail. Certains ont peut-être eu le temps d'y jeter un œil. C'est une question importante. Alors, d'autant plus qu'on va présenter le budget de la ville dans 15 jours. Et que, il est clair que lorsque l'équipe précédente a préparé ce budget, on était avant le Covid. Et que là, avec le Covid, il y a des conséquences. Alors, il y a toutes les conséquences sociales, économiques, environnementales, qu'il va falloir traiter, mais il y a l'impact pour les collectivités. Le gouvernement a juste raison d'ailleurs, a pris toute une série de dispositifs, notamment pour accompagner le secteur privé. Je dirais avec plus ou moins de bonheur quand on voit le comportement de Renault, mais je ferme la parenthèse. Je dis Renault parce que c'est comme une entreprise sartoise, historique, et vous voyez comment ils veulent fermer un certain nombre de sites. Mais pour les communes, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est pour l'instant plutôt le parent pauvre. Il y avait le troisième collectif budgétaire ce matin, pour le troisième projet de loi, excusez-moi, de finances rectificatif, il faut dire les bons mots. Et il s'avère que, à la lecture de celui-ci, c'est encore une fois être les collectivités, et les communes en particulier, qui vont être les parents pauvres dans cette distribution qu'on pourrait dire relativement généreuse, hein, surtout qu'on nous a expliqué pendant des années qu'il y avait des déficits extraordinaires. Djibril, vas-y, Djibril. Présent, Djibril, présent. Il y avait des déficits et qu'il n'y avait pas d'argent, etc. Là, ils en ont trouvé beaucoup. Deux chiffres dans cette déclaration de l'AMF. L'État a chiffré à 700 millions d'euros la perte pour les collectivités locales. Les associations d'élus et le comité des finances locales publiques, les 700 millions, c'est sur 2020, ont chiffré la perte dès 2020 à 5 milliards. 700 millions d'un côté, 5 milliards de l'autre. Le 5 milliards est le vrai bon chiffre. Vous voyez donc les conséquences que ça risque d'avoir si le gouvernement ne revoit pas sa copie pour l'activité, les réponses aux besoins des habitants par les communes,
par les intercommunalités, par les départements et par les régions, puisque ces 4 niveaux seront impactés par cette décision. Donc, l'AMF demande au gouvernement de revoir sa copie, y compris de voir pour que la dotation d'équipement des territoires ruraux, même si le mot pourrait laisser à penser que la ville d'Allonne en exemple, non, la ville d'Allonne est éligible à cette indemnité, soit abondée, y compris qu'il y a une attention particulière en direction du commerce de proximité, ce qui me semble particulièrement juste, mais qu'également, il y a un avancement du versement du fonds de compensation de la TVA. Vous savez qu'on ne paye pas de TVA, mais on est remboursé, mais souvent 2 ans après, ce qui est hyper pratique quand on avance l'argent. Voilà. Donc ce que je vous propose, puisque on est à 15 jours du vote du budget et que ces éléments-là, ils sont importants, suivant les réponses du gouvernement, c'est pas pareil si on a 100 ou 200 000 euros de dotation supplémentaire pour la ville ou si on les a pas. Sur un budget de 17 millions, ça remettra ou ça pourrait remettre en cause un certain nombre d'actions et d'initiatives que vous devez faire. Donc ce que je vous propose, c'est, si vous en étiez d'accord, et puis de toute façon j'ouvrirai le débat, hein, bien sûr, c'est qu'on le reprenne en vœu et qu'on interpelle, nous également, la ville d'Allonne, sur la base de l'AMF, on reprend exactement texto le texte de l'AMF, pour montrer que les collectivités, Allonne comme les autres d'ailleurs, n'ont pas envie de se laisser plumer après cette période qui a demandé beaucoup d'engagement des équipes municipales, des services municipaux, des habitants, des associations. Qui souhaite la parole ? La proposition est partagée par l'ensemble des élus. Je vous propose de passer au vote, peut-être c'est le plus simple. Qui est pour qu'on reprenne la déclaration de l'AMF en vœu de la ville d'Allonne? Je vous en remercie. Y a-t-il des abstentions? Des votes contraires? Je vous en remercie. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Ah oui, vous avez dû retrouver sur votre bureau, enfin sur votre bureau, sur votre place, c'est mieux d'ailleurs, une enveloppe. Je rassure la presse, hein, c'était pas des billets, hein, avec un petit bouquin, votre commune comprendre son rôle et son fonctionnement. Je trouve qu'en début de mandat, c'est un bouquin plutôt didactique, pédagogique, qui permet un petit peu de se retrouver, notamment je pense aux nouveaux élus, mais même quand on a un peu de bouteille comme élu, ça fait pas de mal des fois de se replancher dessus, puisque surtout, vous pensez à rallumer vos téléphones quand vous sortez du conseil municipal, parce que, y compris, les lois évoluent et que ce qu'on pouvait connaître et prendre comme certitude il y a 4-5 ans, aujourd'hui, c'est plus tout à fait, ou c'est plus du tout la même application. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à le regarder, à le conserver, parce que, y compris quand vous pouvez être interpellé par des habitants, eh bien, vous avez des réponses plutôt efficaces. Voilà. Donc, voilà. Hein, Alors. La première délibération, c'est la constitution de la commission d'appel d'offres. Donc, dans cette commission, si je retrouve mes notes, ça va être beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, il y a le maire en est président. Il y a donc 4 membres de la majorité et un membre de l'opposition. Pour l'opposition, donc c'est Gaëtan Gardelet. Pour la majorité, c'est Claudine Lebatteux, Francine Giffard, Maude Fauquemberg et Cyril Guilbault en titulaire. Et en suppléant, Sylvie Morin, Alexandra Coquille, Jean-Claude Guillouage, Paul Létard pour la majorité et Pierre-Adrien Frère pour l'opposition. Et Alexis Brault étant mon vice-président. Enfin, pas le vice-président, mais mon remplaçant. Et vous verrez que vous le savez d'ailleurs, la commission de délégation de services publics et la commission consultative des services publics, on vous propose qu'elles aient la même composition. Enfin, on vous propose qu'elles aient la même composition. Alors que autant la commission d'appel d'offres, comme son nom l'indique, se réunit relativement régulièrement. Hein, par exemple, l'appel d'offres pour tout ce qu'on achète pour la restauration municipale, lorsqu'il y a des travaux, des gros travaux. Les deux autres ont des réunions beaucoup plus limitées. Hein. Me demandez même pas quand est-ce que la dernière fois qu'elles se sont réunies. Ça fait au moins 2-3 ans. Hein. C'est ça, Michel. Non, t'as pas le droit, t'es dans le public maintenant. J'ai fait une erreur. Vous voyez l'habitude de l'avoir à côté de moi. Voilà.
Et pour la commission consultative des services publics locaux, on va proposer, comme c'était le cas précédemment, comme la loi l'autorise, c'est d'avoir des représentants des associations à l'ONES. Donc on vous propose, y compris dans l'association, donc c'est la commission consultative des services publics locaux, c'est qu'on demande un représentant de la CNL, de la CLCV, du Centre social de la jeunesse sportive d'Allonne. On reprend en gros ce qu'on fait de ce qui était le cas de la. C'est des gens qui sont représentatifs et dans la diversité, je dirais, de l'activité de la ville d'Allonne. Bien, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention particulières sur ces 3 délibérations? On va les voter une par une hein, pour faire. Bon, alors on est d'accord pour faire ça comme on l'a fait au dernier coup, à la vote à main levée, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vote à main levée? Je vais le faire dans le. Ok, donc tout le monde est. Donc, je vous propose donc qui est pour la composition de la commission d'appel d'offres? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Qui est pour la composition de la commission de délégation de services publics? Merci. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Qui est pour la commission consultative des services publics locaux avec sa composition d'élus et la proposition des membres de la société civile, on va les appeler, pour cette commission? Qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contraires? Je vous en remercie. Alors ensuite, il y a la désignation des représentants de la ville au conseil d'école et au conseil d'administration des collèges et du lycée. Donc, comme j'en ai d'ailleurs fait part à Gaëtan Cordelet, de manière générale, comme c'est les représentants dans les conseils d'école viennent défendre, je dirais, le travail de la majorité, même si, y compris sur toute une série de questions, je ne doute pas que l'ensemble des élus soutiendront un certain nombre de propositions. Donc, je vous fais les propositions suivantes. Pour l'école Paul Langevin, alors pour les écoles maternelles, excusez-moi, le Paul Langevin, vous avez ça dans vos dossiers? Ou il n'y a que moi qui l'ai? Vous n'avez pas les noms, vous? Bon, alors, pour l'école maternelle Langevin, Oursoun. Pour l'école maternelle Jules Ferry, Francine. Pour l'école maternelle Jules Massenet, Anne. Pour l'école maternelle Simone Veil, Cyril. Et pour l'école maternelle Lyotet, Youssef. Pour l'école élémentaire Paul Langevin, Arsène. Jules Ferry, Maude. Victor Hugo, moi. Louis Pasteur, Céline. Et Lyotet, Mostafa. Voilà donc les propositions pour les membres des conseils d'école. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette question? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Conseil d'administration d'école Sainte-Thérèse. On vous propose Maude Fauquemberg. De tradition, c'est toujours l'adjointe à l'éducation qui est dans cette école, d'ailleurs avec laquelle on a de très très bonnes relations. Y a-t-il des demandes d'intervention, des propositions alternatives? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Conseil, le lycée André Malraux. On a droit à un titulaire, un suppléant. Donc titulaire, on vous propose Paul Létard, qui était l'ancien suppléant d'ailleurs, et suppléant Alexis Brault. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Collège Kennedy, titulaire Oursoun, suppléante Sandra. Alors on a été très attentifs à ce qu'à aucun moment, les représentants dans les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées, les représentants de la ville et des enfants dans ces établissements. Hein. Je vous le dis, parce que c'est important, c'est toujours compliqué autrement. Hein. Voilà, y a-t-il pour le Collège Kennedy des demandes d'intervention particulièrement? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Collège Le Marin, titulaire Sylvie, suppléante Anne. Y a-t-il des demandes d'intervention? Passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Conseil d'établissement du foyer Jean Duchesne. On vous propose Sandra à Georges. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Faut pas que j'aille trop vite. Conseil de surveillance des établissements publics de santé mentale. On vous propose Véronique Tessier.
Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. On vous propose Arsène Mabungu. Pas de proposition alternative. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Sous-commission. Alors là, je veux dire que quand tu vois une commission, le nom, déjà, ça donne envie d'y aller. Sous-commission départementale de sécurité. Je ne sais pas s'il y a une vraie commission, mais il y a une sous-commission, c'est quand même vachement important. On vous propose, là, traditionnellement, c'est l'adjoint ou l'adjointe aux travaux qu'il y ait. Donc et en plus, comme c'est en plus des commissions dans la journée, c'est pas mal d'avoir des retraités, on va se parler franchement, vous savez comment je suis. Donc on vous propose 2 heureux retraités, titulaire Claudine Lebatteux, suppléant Jean-Claude Guillois. Pas de demande d'intervention, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Conseil national d'action sociale, le CNAS, c'est en lien avec les territoriaux des collectivités territoriales. C'est une forme de... Je peux dire comité d'entreprise, Guillaume, c'est ça? Enfin, il y a des aides sociales, on va dire plutôt. Hein, c'est ça. Donc là, on vous propose que ce soit Catherine Boucher, puisqu'elle est l'adjointe de fait au personnel, donc ça permet d'avoir un lien, tout simplement. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Vous aurez ça dès demain matin par mail. Hein. Bon, vous pouvez noter, hein, mais je vous le dis quand même. Société d'équipement et de construction de la Sarthe, la Sécos, qui est un aménageur. Bon, on nous demande d'avoir un représentant. Nous, on l'a jamais utilisé. Enfin, c'est comme ça. Là aussi, généralement, c'était... non, c'était déjà elle, d'ailleurs. On vous propose Claudine Lebatteux. Ça se réunit tous les combien, Claudine? Une fois par an. Bon, ça va, donc tu auras du temps pour faire autre chose. C'est pour ça que je te posais la question. Association Men Sport Loisirs. C'est l'association organisatrice du cross international Allonne le Maine Libre Sarthe. Et le 4e partenaire, les jeunes sportifs d'Allonne. Là aussi, traditionnellement, c'est l'adjoint au sport, ce qui semble assez évident. Donc là, on propose Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Ensuite, association de gestion d'animation de la Gémerie. La GAG. Donc, on vous propose comme titulaire Francine Giffard et comme suppléant Alexis Brault. Y a-t-il des demandes, des propositions? Non. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. On est dans 2 conseils d'administration de l'association pour adultes et jeunes handicapés, la PAGE, et pour l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales, l'ADAPI. Et là, on vous propose pour les 2 que ce soit Arsène Mabungu. Alors, j'aurais peut-être pu commencer par autre chose. Alors, si vous avez suivi attentivement ces désignations, l'élu municipal chargé du handicap sera donc... Vous avez bien suivi. Donc ça sera donc Arsène Mabungu. Ouais, ça donne de la cohérence, tout simplement. Hein, voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Alors, conseil d'administration de la régie personnalisée de l'Excelsior. Il y a 4 élus de la majorité, 2 élus de l'opposition. Donc on vous fait la proposition, là aussi on a travaillé, donc on a eu des propositions envoyées par Gaëtan Cordelet. Il y a donc Alexis Brault, l'adjoint à la culture, Sylvie Morin, Anne Camus, Audrey Joannick, Gaëtan Cordelet et Pierre-Adrien Frère. Je pose, parce que je dois la poser, il y a des demandes d'intervention, mais je crois connaître la réponse. Je vous propose de passer au vote, là aussi, qui est pour la composition de ce conseil d'administration. C'est un conseil d'administration. Bah, dis en 2 mots, Alexis. La programmation musicale d'Allonne, pour des raisons juridico-financières, mais surtout juridiques, n'est pas faite par la ville directement, mais par un établissement public qui a un statut de régie personnalisée qui opère ça. C'est un truc un peu hybride, en même temps public, mais les salariés sont des salariés de droit privé. Donc, en même temps, on en parle en commission culture, parce que ça concerne évidemment ce que nous faisons, mais
il y a des réunions spécifiques avec un conseil d'administration spécifique, puisqu'en plus des personnes que Gilles Leproust a désignées, il y a des personnes qualifiées désignées par le conseil municipal. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes. Et donc, on y discute de la gestion de l'Excelsior, même si la partie plutôt stratégique de ce qui est faite en commission culture. Donc, c'est très interdépendant, mais c'est quand même très différent. C'est pour ça que, pour éviter qu'on redise en commission culture ce qu'on a dit en conseil d'administration de l'Excelsior, le plus, c'est des gens communs avec la commission culture, plus c'est simple, parce que du coup, on n'a pas à redire les choses, même si ce n'est pas obligatoire, et on est très très content que Pierre-Adrien Frère soit membre aussi, hein, ce n'est pas du tout un obstacle, mais bon, c'est quand même lié à la commission culture. Et pour ne pas redire en commission culture ce qui s'est dit en commission en l'Excelsior, on a proposé d'inviter, sans voter évidemment, les membres de la commission culture qui ne sont pas au conseil d'administration, parce que sinon, en fait, quand on fait le compte-rendu, c'est assez pénible pour tous ceux qui y étaient déjà. Donc voilà comment ça va fonctionner. Merci Alexis. Je crois que c'était assez clair, hein, ce qu'a dit. Enfin, c'était même complètement clair. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette... On ne l'a pas voté encore, si? Ah, on l'a déjà voté, bah oui. Quoi. Anne, tu as voté 2 fois, c'est bien. Conseil d'administration du comité de jumelage, qu'il faudra rencontrer rapidement d'ailleurs la présidente. Donc là, il y a 3 membres de la majorité, non, 2 membres de la majorité, 1 de l'opposition. Donc il y a Catherine, Ursoun et Sandrine. Avant les élections municipales, y compris avant le confinement, Maud Victor, qui est la présidente du comité de jumelage, m'avait rencontré. Et avait souhaité qu'on ait un travail pour voir comment, y compris, on pouvait voir évoluer le comité de jumelage. L'histoire du comité de jumelage, c'est vraiment lié quasiment exclusivement à Delmenhorst. Voilà. Depuis, la ville a développé un certain nombre de partenariats, de coopération décentralisée d'ailleurs. La première ayant été d'ailleurs Cinco Pinos, en Nicaragua, beaucoup en lien avec le livre et la médiathèque d'Alon, bibliothèque à l'époque. Ensuite, nous avons une coopération décentralisée avec Sanga au Mali. Et puis, plus récemment, avec le camp de New Ascar en Palestine. Et il semblerait assez logique. Alors, dans le même temps, des associations existent, comme Alon Sanga Devenir, il y a ACA, donc qui sont plus, y compris spécialisés dans la coopération avec le pays et les liens qu'ils ont liés avec les habitants de ces communes, de ces communes. Donc je pense qu'on va être amené à réfléchir, enfin, les élus du comité en lien avec la municipalité, voir peut-être comment le comité de jumelage soit un comité de l'ensemble de nos jumelages, ce qui n'enlèvera pas le rôle de chacune des associations, mais qui nous permettra peut-être de mieux fédérer, mieux dévoyer. Par exemple, un exemple qu'on essaye, moi ça fait 4 ans que la dernière fois que j'y suis allé avec Ursoun, c'est ça, hein, à Delmenhorst, pour pouvoir débloquer des financements européens dans la coopération décentralisée, il faut au moins deux villes européennes. Ça fait 4 ans que j'essaye de faire avancer, enfin que nous essayons, que Delmenhorst puisse participer à notre coopération qu'on a avec Sanga et New Ascar. Ça ne coûterait pas forcément d'argent, mais ça permettrait de débloquer des financements qui seraient bien utiles à nos amis de ces 2 parties du monde. Vous avez encore vu au Mali, qui était encore d'actualité récemment, à la fois par rapport à un djihadiste, mais aussi par rapport à des attentats qui ont eu lieu. Et puis, New Ascar, vous avez vu un peu comment ça se passe là aussi en Palestine, hein, la personne qui a été assassinée, qui a été tuée par les Israéliens, enfin par la police israélienne, c'est plus précis, il ne faut pas tout mélanger. Voilà, donc c'est un chantier qu'on a travaillé sur le comité de jumelage, mais en y intégrant bien sûr Maud et puis les quelques-uns qui sont autour d'elle. Conseil d'administration du centre social. Donc on vous propose en titulaire Maud et Audrey et en suppléant Alexis. Il faut savoir que le centre social, on est financier à un niveau important. Donc c'est l'association des usagers, bien sûr. Ils sont autonomes, mais dans le même temps, avec la CAF, on a des réunions de pilotage pour
pour voir, y compris décider les investissements, et puis un petit peu voir l'évolution, et puis y compris sur le projet du centre social. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Anne? Non, tu veux... Ah oui, tu causes? Oui, vas-y, Anne. Tu as raison, Anne. Mais sur la fiche, on m'a dit il y a assez d'un suppléant, c'est ça? Moi, je demande la confirmation de l'administration, parce que là, vous comprenez bien que je ne suis pas dans la... C'est ça? C'est ça, donc c'est bien. En fin de compte, c'est 2 titulaires, un suppléant. Voilà. Pas de demande particulière. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. La SPL Cenovia Cité. Alors, c'est une émanation de Cenovia. C'est donc une société d'économie mixte liée à l'Aumont Métropole, qui est un outil à disposition des communes et de l'Aumont Métropole pour mener des opérations d'aménagement. Sur Allonne, historiquement, ils interviennent depuis très longtemps, Cenovia intervient depuis très longtemps sur Allonne, mais par exemple, les Hautes-Perrières, qui commencent à bien se remplir, vous avez vu que ça fait plaisir quand on passe, les maisons poussent, c'est Cenovia qui est le pilote, et tout le cœur de ville, donc une compétence là, le Mans Métropole a passé une convention avec l'SPL Cenovia Cité, et c'est elle qui maintenant a la main sur l'opération de la rénovation urbaine du cœur de ville. Pour information, l'ex-laverie va être démolie d'ici la fin du mois. Vous avez vu que là, ils sont en train de modifier les réseaux, etc. Donc ça va encore plus s'ouvrir. Et j'ai demandé au service de la ville d'intervenir auprès de maintenant SPL Cenovia et le Mans Métropole, parce qu'il faut intervenir auprès des deux, pour que la prochaine victime de cette rangée, qui est vide depuis maintenant longtemps, l'ex-Paloma, subisse le même sort pour la fin de l'année 2020. Ça permettra vraiment, on l'avait déjà vu, le fait d'abattre l'ex-CIC, ça comme excusez-moi le terme, ça a beaucoup ouvert le centre commercial quand même, le centre commercial du Mail, je vais y arriver, y compris avec le bâtiment Shopi qui est abattu quand même. Voilà, donc ça va continuer à ouvrir, à ramener un peu plus de sérénité, de rassurer un certain nombre d'habitants. Voilà. Donc pour cette proposition, c'est l'adjointe aux travaux et à l'ANRU, parce que là c'est étroitement lié à l'ANRU, donc c'est Claudine qui est proposée. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Syndicat mixte Sarthe-Est-Aval unifié. Là, il fallait des gens qui aiment particulièrement l'eau. Donc, vous proposons en titulaire Paul Létard. C'est l'adjoint aux questions d'environnement. Donc, il y a un vrai... Vous voyez, l'aménagement et le suivi des rivières est quand même étroitement lié, y compris à la conception qu'on a de la préservation de notre patrimoine. Et en suppléante, on vous propose Véronique Tessier. Y a-t-il des demandes d'intervention? Ça se réunit quoi, une fois par an, ça, non? Je regarde Michel, toujours. Tu sais pas? Paul, c'est ça, hein? Paul, tu y étais déjà, toi, hein? Tu y allais déjà, hein? Ouais. Bon, une fois par an. Hein. Non, parce que des fois, vous voyez, il y a beaucoup, mais des fois, ça ne se réunit pas beaucoup. Hein. Voilà, je vous le dis. Donc voilà, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ces désignations? Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Alors là, attention. Là. Commission de suivi de site société des dépôts pétroliers de la Sarthe. Mais pourquoi on est là-dedans alors qu'on n'en a pas sur Allonne? Tout simplement l'autre côté de la rivière. C'est le sud, donc c'est relativement proche. Parce que tout ça, c'est lié à la distance que tu as avec ces sites. Et donc, on est concerné. Donc, de temps en temps, on nous demande notre avis. Donc, pour le pétrole, c'est Claudine Lebatteux qui y va. Elle va continuer en cela le magnifique travail que faisait Michel Victor dans le mandat précédent. Et pour la commission de suivi du site d'usine incinération d'ordures ménagères du Mans, là, vous faites la proposition de Paul, puisque là aussi, c'est beaucoup lié à l'environnement. Je vous rappelle que l'incinération des ordures ménagères du Mans, enfin de Mans Métropole, excusez-moi, et d'au-delà d'ailleurs, hein, enfin de l'usine d'incinération de Le Mans Métropole, permet de chauffer tous les bâtiments publics. Hein. Donc c'est y compris important que là, un élu allonnais y soit. Groupe Agence France Locale. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Vous avez tous, tous en tête, même particulièrement les anciens élus, de ce qu'on a appelé, ce qui a été appelé les emprunts toxiques.
Alors, emprunt toxique, côté toxique qu'à la fin, hein, parce que je vous rappelle qu'ils étaient garantis par l'État et par la Caisse des dépôts et consignations quand même. Hein. Bon, voilà. Nous avons été victimes de ça. Donc on a passé un accord avec l'État à l'époque. On est plutôt sorti honorablement, contrairement à d'autres collectivités. Mais pour éviter d'être dans la main des banquiers, les collectivités ont créé l'agence France locale. Nous sommes d'ailleurs actionnaires, nous à combien, 20 ou 40 000 80 000 même. C'est une prise de participation. Donc c'est important, il y a plein de grandes, il y a je crois une centaine de villes, hein, je ne sais plus combien, c'est ça, hein, une centaine de villes, donc ça permet d'avoir un capital important sans être sous le joug du niveau des taux, parce que c'est ça après qui tue tout. Hein, voilà. Donc voilà. Et donc, propose donc pour ce groupe Agence France Locale que le titulaire soit le président de la commission, celui qui va animer la commission des finances, on va le dire comme ça, Youssef, et que j'en sois le suppléant. La FNCC, c'est pas un truc corse, hein. C'est la Fédération nationale des collectivités de culture. Nous sommes adhérents, donc on vous propose que ce soit l'adjoint à la culture qui soit représentant. On est au bureau d'ailleurs, et ça nous permet d'avoir des relations étroites avec le directeur régional d'action culturelle, le DRAC, qui est excessivement important par rapport au financement. Par exemple, ça nous a permis, y compris de dénouer, par exemple, certains financements pour la rénovation. Alors, on n'était pas directement concernés, mais du château de la Forêterie. On a accompagné François Avis, le propriétaire. Ça nous a permis, je crois qu'on l'avait évoqué au dernier conseil municipal. Non, peut-être pas. Non, on ne l'avait pas évoqué. Mais par exemple, d'avoir des financements de la DRAC pour nos classes orchestres, qui n'est pas équipe dans toutes les DRAC de France, vous voyez. Voilà, donc c'est aussi important d'avoir ces liens. Comme c'est pas là, parce que d'ailleurs, pourquoi c'est pas là d'ailleurs, ouais. Parce qu'il y a aussi l'association Ville et Banlieue et l'association Ville et Banlieue où nous sommes adhérents, où c'est moi qui représente la ville. J'en suis d'ailleurs le secrétaire général, ça vous a pas échappé, mais qui permet d'avoir un réseau. J'étais encore avec eux ce matin, important par rapport. Vous voyez, on n'aurait pas été à Ville et Banlieue et avoir une activité consistante à Ville et Banlieue. Je suis pas sûr que notre ville aurait été retenue dans les 80 villes cités éducatives. Hein. Vous vous rappelez, on est la plus petite commune de France retenue. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été retenu à l'opération 1000 livres. Donc, vous voyez, donc, notre engagement d'un centre d'association de ce type, elle a des retombées. Ce n'est pas pour se faire mousser d'avoir une ligne supplémentaire de la carte de visite de tel ou tel élu, mais bien pour être utile aux habitants et aux associations. Je le dis parce que, d'une, ça prend un peu de temps, il faut un peu y travailler, mais dans le temps, ce qui est encourageant et ce qui donne de l'envie, c'est qu'il y a du retour sur cette, et puis ça nous fait un réseau qui nous permet d'être plus efficace. Et enfin, alors là, c'est quelque chose d'important, et la proposition que vous fait, elle y tient particulièrement, dans sa longue lignée familiale. Chaque commune, il s'est réveillé là, chaque commune doit désigner un correspondant défense, et je crois que pour la 3e fois, au moins la 2e fois, nous vous proposons que ce soit Alexis Brault, qui a déjà la coupe de cheveux réglementaire, donc c'est un avantage, il n'aura pas besoin de passer chez le coiffeur. Non, voilà, donc c'est la loi, on est obligé d'avoir un référent, un correspondant en défense. Ça ne te prend pas beaucoup de temps, hein, Alexis, hein. Voilà. Ah ben, j'ai pas fait voter sur la FNCC. Non, est-ce que sur la FNCC, il y a des demandes, il y a des avis, enfin, il y a des demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et pour le correspondant défense, y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Voilà donc. Fini, c'est un peu fastidieux, je vous l'accorde, mais c'est dans tout conseil municipal, et puis plus la ville est importante, plus il y a de représentation dans divers organismes, qu'il y a besoin d'y passer. Je voulais également vous donner lecture d'un certain nombre de responsabilités qu'on a proposées et que les élus, les conseillers municipaux ont acceptées, pour continuer, y compris que les responsabilités soient les plus réparties possibles dans la majorité. Donc c'est liste des conseillers municipaux en charge de. Je ne le redirai pas. Hein.
Alors, du handicap, donc c'est Arsène. Du lien avec la commune, l'intercommunalité, le Pays du Mans et le pôle métropolitain, qui est aujourd'hui une dimension importante. On a plein de projets aujourd'hui dont nous ne décidons pas ici, directement. C'est en lien avec souvent ces instances au 2e, voire au 3e, 4e degré, hein, ce qui pose un vrai problème démocratique. C'est pour ça qu'on a souhaité d'avoir un élu, en l'occurrence une élue, qui est élue à la Mans Métropole, parce que c'est important pour qu'elle soit y compris représentante, qu'elle soit au Pays du Mans. Et là, il y a des réunions, hein, ça y passera ces soirées. On vous propose que c'est donc François Giffard qui aura... J'ai dit quoi comme Anéry ? J'ai appelé François ce soir, donc Francine Giffard. Chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, pour nous c'est un engagement important, Céline. Chargée de la restauration municipale, Vivien. Là, on s'est fixé un objectif, la majorité, mais je pense que nos amis de l'opposition, ils ne verront pas hardir, c'est d'essayer de continuer à monter en termes de produits bio dans l'assiette des enfants et des anciens, puisqu'on a le portage à domicile, mais y compris alors, le bio et aussi le circuit court en lien avec l'agriculture raisonnée. Voilà, donc on va y travailler parce que nous avons des progrès à faire. Chargé des jardins familiaux et des futurs jardins partagés, Frédéric, il a commencé, il a quelques rendez-vous. Là, j'étais soft, hein, Fred. Pas lui. Hein ouais, moi, j'étais soft. Ouais. Chargé des seniors, le bienveilleur dans la cité, Sandra. Chargé des mobilités, transport, circulation douce, Nordine. Chargé de la santé, présence médicale, représentation à l'EPSM, Véronique. Chargé des questions liées à l'écologie, Camille. Chargé de l'emploi, l'insertion, de la formation, et qui sera notre représentant à la mission locale, Jean-Claude. Chargé des droits humains, Audrey. Chargé du soutien scolaire, Rémi. Chargé du logement, Sylvie. Bon, je veux bien, moi, un récit scolaire. OK. Le suivi des questions d'entretien en lien avec les équipes, Freddy. La cellule, le suivi chargé du suivi de la cellule de proximité, qualité, relations citoyennes, Céline. Et c'est une nouveauté par rapport au dernier mandat. Nous vous propose, enfin, il y a 5 conseillers municipaux qui seront plus particulièrement chargés d'animer, je ne sais pas si on va appeler ça un conseil, un collectif, de quartiers. Donc on peut dire il y a 5 quartiers sur la ville. Il y a le quartier de Chaoué, le quartier des Perrières, le quartier des Hautes-Métairies. Alors, Hautes-Métairies, il faut y ajouter le Broussy et Beau-Soleil. Hein. La Bugerie, mais aussi à Croix-Georgette, Route des Fondus, enfin bon, hein, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, ce qu'on appelle quartier Vieux-Bourg-Campagne. Donc, pour Chaoué, on propose que c'est Anne qui est la chargée. Pour Perrières, c'est Nordine. Pour les Hautes-Métairies, c'est Vivien. Pour Bugerie, c'est Cyril. Et pour le Vieux-Bourg-Campagne, c'est Frédéric. Voilà, donc ça, compris, on va donner tout ça au service. On donne ça aussi à la presse. Voilà, donc, et on continuera au fil et à mesure de choses qui nous semblent que ou sur la durée, ou parce qu'il y a un projet plus ponctuel, pour qu'à chaque fois, il y ait un élu qui soit en responsabilité, qui puisse animer et suivre, et surtout être l'interface avec les habitants, parce que c'est aussi un engagement fort de la majorité, mais je dirais, je pense, de la municipalité. Ce n'est pas les élus qui peuvent construire la ville à la place des habitants. Nous sommes au service, avec notre intelligence, nos projets, des fois nos limites, hein, mais au service des habitants pour co-construire cette ville sur tous les aspects de la ville. Et que nous avons vraiment la volonté d'y être particulièrement attentifs. Ensuite, nous sommes arrivés à la 26, hein, ça ne paraît pas comme ça, hein, ça va vite. Donc une délibération qui a fait un peu causer le dernier coup,
c'est dommage parce que, en fin de compte, donc vous avez vu qu'on l'a remis sur table parce que les informations que nous avait données n'étaient pas. Alors, il y a deux choses. D'une, parce que la loi a changé récemment et que pour les villes, le politique de la ville, avec la DSE, etc., il y a eu des changements. Puis, deuxièmement, ça arrive des fois, il y a eu erreur. Je vous rappelle que la commande qui avait été demandée par la majorité municipale, c'est de nous faire une proposition pour que les conseils municipaux passent de moins de 30 € à 220 €. Voilà. Donc, il s'avère qu'on peut le faire en maintenant l'indemnité du maire antérieure. Ça ne pose pas de problème parce que le maire que je suis n'avait rien demandé, donc voilà. Et que ça permet y compris de revaloriser les adjoints. Donc voilà, donc vous avez la délibération. D'ailleurs, qui a une petite erreur, l'article 3, mais c'est une erreur, on va dire c'est une erreur de frappe, hein, comme ça, voilà. Puisque c'est les pourcentages qui ne correspondaient pas à ce qu'il y a dans l'explication de la délibération. Donc voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Oui. Gaëtan Cordelet. Oui, donc ça va dans le sens, dans notre sens en tout cas, on en a discuté encore entre nous hier. Donc pour nous, c'est une bonne chose, cette nouvelle grille, et cela prouve effectivement qu'il n'y avait pas forcément besoin d'augmenter l'indemnité du maire pour augmenter celle des conseillers municipaux. Oui, j'ai bien entendu, mais j'ai aussi rappelé que le maire n'avait rien demandé, donc c'est comme ça. Des fois, il y a des, vous le verrez dans le mandat, il y a des fois des choses qui se font pas comme elles devraient se faire. Peut-être une petite rectification, parce que je crois qu'il faut toujours éviter de dire des choses qui ne sont pas justes. Le total des indemnités que je touche, mes 3 mandats, sont de 4 884 €. Voilà, et non pas des chiffres qui ont été annoncés à la cantonade. Je propose de passer au vote. Je veux dire d'ailleurs ce qui est particulièrement désagréable et désobligeant. Je vous propose donc de passer au vote pour cette délibération. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. La délibération suivante, c'est encore moi. Non, c'est plus moi. C'est Alexis. C'est rapide, je ne vais pas vous faire coucher tard. Il s'agit d'une demande de subvention et vous verrez que les demandes de subvention passent toujours en conseil municipal en fait. Enfin, c'est comme ça. Pour le cofinancement des classes orchestres. Les classes orchestres, il y en a 3, il va y en avoir 4 dans cette ville. Elles sont financées par un effort budgétaire municipal important qui est abondé, et sinon ce ne serait pas possible, par différentes subventions, comme à peu près tous les projets qui sont menés ici, dont des subventions de l'État, dans l'espèce la DRAC, la Direction régionale de l'action culturelle. Et pour constituer ce dossier, il est nécessaire d'avoir une délibération qui nous y autorise. C'est bien, Alexis, tu as été synthétique. C'est une libération importante. De toute façon, toutes les libérations qu'on aime beaucoup, c'est lorsqu'on demande des financements et qu'on est quasiment sûr de les avoir. Ça fait toujours plaisir, surtout par les temps qui courent. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Non? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Je passe la parole à Maude pour la convention cadre triennale sur la cité éducative. J'ai fait rapidement référence tout à l'heure. Donc bonsoir déjà. Il est demandé de l'autorisation de cette convention de cadre triennal. Donc pour situer un petit peu, cité éducative, on a été labellisé fin d'année 2019 parmi les 80 on fait partie de 80 municipalités. C'est pour 3 ans, c'est pour ça que c'est triennal, si on suit bien. Donc les cités éducatives, c'est un label d'excellence, de reconnaissance de l'ambition éducative et de l'attractivité du système éducatif. On a 3 champs clés: conforter le rôle à l'école et la réussite scolaire, promouvoir la continuité éducative
et du temps périscolaire et ouvrir le champ des possibles. Il y a des subventions globales de 250 000 euros par an, donc sur 3 ans. On a déjà eu une partie, les fonds de cité éducative. Il y a un fonds de cité éducative de 30 000 euros aussi par an et le crédit d'amorçage de 85 000 euros qu'on a déjà eu. Donc, il y a des réunions, il y a un comité de pilotage partenarial, et après je m'arrêterai, je vous promets, je vous laisse tranquille. Mais au niveau partenaire, je trouvais important de le signifier, qu'il y avait la ville, Le Mans Métropole, l'éducation nationale, la préfecture, la direction départementale de la cohésion sociale, département de la Sarthe, la CAF, le centre social d'Allonnes, les JSA, INALTA, mission locale, les assos de parents d'élèves, le conseil citoyen, le comité d'initiative et le CJA. Ce qui fait que c'est vraiment très large et que toutes ces personnes décident ensemble de projets pour les habitants, enfin pour les jeunes de 0 à 25 ans. Donc voilà, donc c'est pour approuver la convention et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et les documents y afférents. Et il y a en pièce jointe la convention, mais c'est très long. Y a-t-il des demandes d'intervention? Bon, on l'a évoqué, l'équipe municipale précédente a beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Maud était déjà conseillère déléguée sur le secteur, mais notamment en lien, on peut la remercier avec Véronique Lallemand, qui était l'adjointe qui a piloté cette opération, puis en lien avec le service enfance éducation, la directrice Valérie Brault et puis notre directrice générale adjointe Agnès Foucret. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Parce que c'est des moyens supplémentaires donnés aux écoles d'Allonnes, aux enfants d'Allonnes, aux familles d'Allonnes, pour des projets qui créent l'égaudition à côté du droit commun d'éducation nationale, de pouvoir combattre ces inégalités qui sont encore apparues beaucoup plus fortement durant cette période de Covid-19. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Peut-être ça me permet de 3 informations sur cette question de l'éducation nationale en général. La première, c'est que cette convention, le recteur d'académie a souhaité venir signer en personne cette convention, donc vous serez informés bien sûr, ça devrait se dérouler avant la fin juin. Moi, je suis content qu'ils viennent parce que ça nous permettra, c'est le deuxième point que je voulais voir avec vous, puisqu'on a voté lors du dernier conseil municipal le 15, il y a 15 jours, nous avons voté un vœu concernant la suppression de postes à l'école Victor Hugo. J'ai reçu hier un nouveau courrier de Madame la Dazen qui maintient sa position. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber l'affaire. C'est pas acceptable. Hein, alors encore plus après la période que nous venons de vivre, y compris les familles ont vécu, y compris les décrochages, avec un travail extraordinaire des enseignants et d'un accompagnement très fort aussi des parents et des services de la ville. Hein. Mais voilà, donc c'est pas le moment de supprimer des moyens dans nos écoles. C'est assez insupportable et très en décalage, y compris quand on entend le ministre Blanquer dire des choses sur ce qu'il faut mettre en plus dans les quartiers populaires. Et puis concrètement, quand tu es sur le terrain, c'est un peu le grand écart. Et puis je voulais vous donner, parce que certainement je suis même persuadé que ça vous intéresse beaucoup, la rentrée donc s'est faite le 12 mai pour les CP, les CM2 et le 14 mai pour les grandes sections de maternelle. Nous en sommes maintenant à la 3e semaine ou 4e, enfin on ne se voit pas vieillir. Aujourd'hui, toutes les classes, enfin tous les niveaux sont rentrés depuis lundi, en élémentaire et en maternelle, à la demande, y compris des équipes enseignantes. Ils font rentrer cette semaine, à partir de demain d'ailleurs, les moyens le matin. Voilà. Et donc, alors, vous entendez comme moi des chiffres à la télévision, vous en lisez dans les journaux. Il est souvent dit que dans les quartiers, les villes, les quartiers populaires, la rentrée est compliquée. La Poix des Seins, bien sûr. Hein. Mais je voudrais quand même donner 2 chiffres. Hein. Pour les élémentaires,
on en est à 61% de rentrée. Hein. C'est nettement au-dessus de la moyenne nationale et de beaucoup de villes similaires à Allonne. Je crois sincèrement, je veux le dire, moi y compris publiquement dans ce conseil municipal, c'est comme dû beaucoup à l'engagement des enseignants de cette ville, hein. Aux directrices, aux directeurs d'école, aux enseignants qui ont vraiment, pendant toute la période de confinement, pas lâché, y compris sur les familles qui n'avaient pas d'instruments numériques, c'était compliqué. Ils n'ont pas lâché, pas lâché. Le fait qu'ils n'aient pas lâché, ils aient gardé le contact par téléphone, ils ont utilisé par papier, ils ont utilisé tous les moyens possibles, imaginables. Aujourd'hui, on a quand même un retour qui est quand même, quand on entend les chiffres, vous les entendez comme moi, les chiffres nationaux, hein, c'est plutôt en dessous de 50, et largement en dessous de 50% qu'à ce niveau-là, voilà, on peut s'en féliciter. Et pour les grandes sections de maternelle, on est au-dessus, on est à 54%, ce qui est aussi un résultat très élevé. J'étais ce matin en réunion en visio avec le bureau de Ville et Banlieue, avec Chenov. On est sur la première place du podium, quoi, hein, parce que beaucoup des villes sont encore à 30%, hein, dans les écoles des quartiers populaires, quoi. Ouais. Donc voilà, donc je voulais le dire parce que c'est pas pour se gargariser. Je crois qu'y compris, vous voyez, l'opération 1000 livres, le fait qu'on ait porté à chaque famille ce livre, qu'on ait ce rapport humain, a permis, y compris de vraiment qu'on conserve ce lien avec les familles. Un grand nombre d'entre vous qui y ont participé, c'est des moments d'ailleurs hyper agréables. Souvent émouvant, hein, quand des familles qu'on discutait un peu et nous disaient, vous savez, non, nous on sort qu'1 heure par semaine. Vous vous rendez compte, quand il y a 3-4 enfants dans la maison, dans un habitat vertical, hein, c'était exceptionnel. Vous voyez, parfois ils ont été montrés du doigt, les quartiers au début. Ils se respectent. Non, c'est vraiment ceux qui ont le plus respecté, hein, plus que tous ceux qui sont partis dans leur propriété privée à droite et à gauche, hein, notamment d'une grande région là, qui est au cœur, là, une grande ville au milieu. Voilà. Donc je voulais le dire parce que vraiment c'est important. Et puis le fait aussi que la ville, on est d'entrée, et là les services qui ont travaillé avec arrache-pied, permis qu'on mette en lien avec l'ouverture des classes, qu'on mette le périscolaire, enfin qu'on mette l'accueil périscolaire le matin et la cantine le midi, a facilité, y compris l'accueil et donner envie aux parents de mettre leur enfant. Et vous savez, je pense que vous savez, mais sur les 4 repas dans la semaine, on fait 2 repas froids. Vous voyez, je n'utilise pas le mot pique-nique. C'est pas un gros mot, pique-nique. On fait tous du pique-nique d'ailleurs. Hein. Mais 2 repas froids, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des casse-croûtes ou des sandwichs. Vous voyez, ça peut être des préparations comme on le fait les uns les autres. Quand je fais un repas froid, il y a ce qu'il faut dans la gamelle, quoi. Hein. Ça doit être vrai pour vous également. Et on fait 2 repas chauds. Parce que c'est aussi important de permettre de redonner, y compris des habitudes et des pratiques, y compris au niveau alimentaire pour les familles. Voilà. Donc je voulais vous dire ça parce que c'est des informations, y compris qui intéressent tout le conseil municipal. Et puis bon, la presse est là, on n'a pas forcément communiqué sur cette question-là, mais c'est quand même quelque chose vraiment, je pense, dont on peut se féliciter. Et je voudrais vraiment remercier tous celles et ceux qui y ont contribué, les services de la ville, les élus, et tous les enseignants enfin toute la communauté éducative tout simplement, parce que c'est ce qui fait la force, je crois d'Allonne. Voilà sur l'ordre du jour de la... y a-t-il des demandes je crois, Youssef, hein, t'avais... Vas-y, Youssef. Rebonsoir à tous. Je voudrais revenir moi sur un petit peu un sujet d'actualité qui est un peu incontournable en ce moment. On a vu qu'il y a divers rassemblements depuis plusieurs semaines qui se mettent en place en France et je dirais à travers le monde, notamment suite aux événements tragiques qui se sont passés aux États-Unis sur la mort tragique de George Floyd et puis plus en arrière sur celle d'Adama Traoré. Effectivement, il y a eu quand même on sent qu'il y a un élan quand même de solidarité et puis aussi un cri de colère d'une partie de la jeunesse française. Et je pense que c'est important de signaler que c'est en grande partie dû à la jeunesse française parce que on peut entendre ici et là qu'on peut reprocher aux jeunes de ne pas être investis ou en tout cas de pas s'engager sur des thématiques citoyennes ou plus politiques au sens noble du terme. Et là, je dirais que les jeunes nous témoignent de leur engagement et non la jeunesse française n'est pas dépolitisée ou n'est pas à l'écart de toutes les questions de citoyenneté. Je pense qu'elle le fait différemment. Elle nous le témoigne tous les week-ends.
À travers ça, effectivement, il y a eu des rassemblements, dont un la semaine dernière, dont je reviendrai tout à l'heure. L'idée, c'est pas d'être dans un processus de victimisation ou de noircir le tableau. Effectivement, il y a des difficultés dans les quartiers populaires, et malgré tout, on témoigne, nous, à Logne, qu'on essaie de faire face. Il y a encore des éléments du conseil municipal ce soir qui témoignent que des choses existent et que des élans de créativité et de solidarité permettent à nos quartiers de bien vivre et de combattre les difficultés. Mais la question de l'égalité, des discriminations, elle est clairement posée. Et je pense que c'est important de nommer les choses. Très clairement, aujourd'hui en France, lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est noir, lorsqu'on est arabe, il est plus difficile de trouver un emploi, de trouver un logement. On se fait plus facilement contrôler par la police. Et ce que je dis là, c'est même pas encore j'y suis pas encore sur le discours politique. Là, ce sont des faits, c'est avéré. Il y a des études qui le montrent et des études qui sont pas faites par des gauchistes. Et effectivement, ces études nous montrent qu'effectivement, pour rentrer en boîte de nuit aujourd'hui, en 2020, c'est encore compliqué lorsqu'on est noir ou lorsqu'on est arabe, lorsqu'on est rome, et j'en passe. Et la réalité, elle est celle-ci. Donc oui, le racisme existe en France en 2020. Peut-être que certains ne veulent pas l'entendre, certains ne veulent pas le voir, mais il est de notre devoir, nous, en tant qu'élus, de le dire, de le répéter, parce que c'est la meilleure façon de le combattre. Et tant qu'on ne sera pas en capacité de dire les choses de manière explicite et sans concession, on va encore survoler les choses et on va passer à travers de plein de revendications. Et aujourd'hui, on le voit bien que ce n'est pas une question ni de droite ni de gauche. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin une tribune qui a été co-signée par certains élus du conseil municipal, qui est intitulée « Nous partageons la colère des jeunes des quartiers ». Et cette tribune le dit clairement, elle le dit tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans ont leur part de responsabilité. Donc effectivement, on n'en fait même pas une affaire. Enfin, moi, en petite personne, j'en fais pas une affaire ni de gauche ni de droite. C'est beaucoup plus large que ça, la question des discriminations et du racisme. Mais moi, je voulais intervenir ce soir parce que j'ai pu entendre ici et là que, notamment le rassemblement de la semaine dernière, à laquelle j'ai assisté avec de nombreux élus. On était plus d'une dizaine du conseil municipal à assister à ce rassemblement. J'ai pu lire ici et là que c'était toutes les personnes, notamment qui avaient assisté à ce rassemblement, avaient assisté à un déversoir de haine. Voilà, je cite très clairement ce qui a été dit. Donc c'est important de le dire ici parce qu'effectivement c'est un membre de l'opposition qui a cité ça. Moi, je pense que c'est important quand même de revenir là-dessus parce que toutes les personnes qui étaient présentes, dont moi, je ne pense pas qu'on a assisté à un déversoir de haine. Bien au contraire, j'ai assisté, moi, à beaucoup de fraternité, beaucoup de slogans pacifistes pour dire que ce qui était pointé du doigt samedi dernier, ça n'était pas que la police était raciste, ça n'était pas que la police était violente, mais dire clairement qu'effectivement, une partie de la police peut être violente, une partie de la police peut être raciste, et c'est là-dessus que les personnes qui étaient présentes ont pointé du doigt les choses. Donc non, les 2000 personnes qui étaient présentes samedi dernier n'étaient pas dans un déversoir de haine, bien au contraire. Et je pense qu'il est plus facile de démolir que de construire, et qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou celui qui ne veut pas voir les choses et la réalité en face. Mais la réalité, elle est celle-ci, et je pense qu'il faut qu'on le dise et qu'on le répète très clairement. Pour finir, samedi prochain, donc samedi 13 juin à 14h30, il y aura encore un rassemblement du coup place de la préfecture. Donc j'invite toutes celles et tous ceux qui soutiennent la démarche à participer à ce rassemblement, et dire que très clairement c'est un rassemblement qui est porté par la jeunesse de ce pays-là, et c'est important de le répéter et de dire que effectivement la fraternité ne pourra se faire que si on nomme les choses très clairement. Voilà, merci à tous. Merci Youssef. Maude ? Alors, moi, je voudrais réagir parce que je suis super étonnée du commentaire qui a pu être
effectué. J'étais présente à ce rassemblement. J'y étais sans mes enfants parce que c'était un week-end personnellement où je n'avais pas mes enfants. Mais le rassemblement prochain, il est prévu que j'y aille avec mes 3 filles. Et si j'estimais que c'était quelque chose de haineux et de dangereux, je n'y emmènerais pas mes enfants puisqu'elles ont 13 ans, 10 ans et 8 ans. Et en tant que maman un petit peu responsable, je n'y emmènerais pas de jeunes enfants. Donc au contraire, je trouvais que c'était un message très... de plein d'espoir et de fraternité. Et il y avait des enfants il y a quelques enfants qui ont pris la parole également. Et donc, justement, moi, je voulais vraiment que mes enfants puissent y assister parce que je trouvais que c'était un beau message. Donc, voilà. Merci Maude. Il y a Ursoun qui a demandé la parole. Voilà. Bonsoir tout le monde. Intervenir dans un contexte pareil, dans une actualité qui touche tous les continents. En France, on a l'habitude de fermer les yeux. Il ne se passe pas un jour ici, depuis que je suis là, ça fait une quinzaine d'années, que je ne suis pas victime de discrimination. Il faut oser nommer les choses. De par la couleur de peau, de par juste l'accent que vous sentez, dont je suis très fière de mes origines, de par le comportement, le regard des autres. Oui, c'est très grave ce qui se passe. La discrimination est réelle. Mais cependant, nous ne sommes pas obligés de nous opposer. Pourquoi ne pas construire un nouveau monde? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec le Covid, malheureusement, c'est partagé partout. La preuve, nous avons mis nos vies entre parenthèses pendant 2 mois. Et on ne peut même plus aller dans d'autres pays ni recevoir les autres. On ne vit plus seul dans son coin. Il faut avoir à l'esprit que l'autre, autrui, c'est l'autre moi qui n'est pas moi. Traitons les gens de manière égalitaire. Pensons à l'autre d'abord. On ne peut pas s'aimer soi-même si on ne peut pas, ne serait-ce que penser à respecter l'autre. L'Amérique de Trump actuellement montre son vrai visage. C'était les luttes de Martin Luther King, de Malcolm X, de Rosa Parks, et j'en cite d'autres encore. N'oublions jamais que nous sommes en 2020, nos enfants sont des témoins de cette histoire-là. J'ai vu les articles de presse, je n'ai pas pu assister à cette manifestation pour des raisons de santé. Encore une fois, la jeunesse s'est mobilisée. Peut-être que nous, adultes, nous, anciens, on pourrait suivre le mouvement. Mais tenez-vous bien compte, la discrimination est réelle. Et ceux qui disent « je ne suis pas raciste, j'ai des amis noirs », moi, je ne me désigne pas en étant noir. La couleur, je ne connais pas de noir. Par contre, je connais des personnes d'origine africaine, antillaises, américaines. Je connais des personnes de couleur différentes de vous, peut-être foncées, mais on n'est pas des personnes de couleur. On ne vire pas du vert au rouge au bleu. On reste égal à nous-mêmes. Voilà. Merci Ursoun. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur cette Pierre-Adrien? Bonjour à tous. Pour le déverseur de haine, je parlais donc, je vais me nommer, vu que c'était moi qui étais visé. Je parlais donc des manifestations au niveau national, parce que j'ai pu voir de nombreux articles de presse, des manifestants qui avaient des paroles à l'encontre de forces de police, donc qui étaient des personnes de couleur.
et on leur disait vendu, sale, vendu. C'est à propos de ça que je parlais de déversoir de haine. Parce que je trouve qu'à un moment donné, on stigmatise les forces de police comme quoi elles sont, sous prétexte qu'il y a eu donc, aux États-Unis une mort malheureuse d'une personne, George Floyd en l'occurrence. Évidemment, le racisme, il est partout, mais de là à dire que tous les policiers sont racistes, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire, en fait. À travers l'affaire de Adama Traoré, qui date donc de 2016, on est en train d'essayer de relever cette chose, alors que tous les policiers ne sont pas racistes, je ne suis pas d'accord. Et je voudrais juste souligner ce fait-là. Pour répondre, effectivement, il n'a jamais été dit que tous les policiers étaient racistes. En revanche, il est juste signifié, pointé que certains font mal leur travail. Et pour valoriser les policiers qui font bien leur travail, il faut justement aussi dire qu'il y a des dysfonctionnements. Il y a des dysfonctionnements dans tous les métiers, que ce soit à l'hôpital. Il y a eu de la maltraitance de la part de certains soignants, mais tous les soignants ne sont pas maltraitants. Il y a des dysfonctionnements dans plein de métiers. Et effectivement, tout le monde n'est pas mauvais, entre guillemets, mais je pense qu'il faut, tout comme ça a été fait pour les soignants, par exemple, il faut que ce soit pointé aussi pour valoriser ceux qui font bien leur métier et que les choses s'arrêtent à un moment. Merci Maude. Alexis ? Oui, moi j'ai participé à ce rassemblement ce week-end, mais ça ne change rien, on peut ne pas y participer et penser ça aussi. Moi je crois que l'ordre et la sécurité sont indispensables à la République, au pacte républicain, et que les premiers à souffrir du désordre et de l'insécurité, ce sont en fait toujours les plus faibles dans une société. Donc il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'importance de l'ordre. Et je pense que la police est indispensable dans une société, de même que l'armée par ailleurs, même si dans mon parti, il y a des gens qui ne pensent pas ça. Donc le sujet, il n'est pas là-dessus. En revanche, soutenir la police, c'est soutenir une police qui est un élément fort de la République. Et lorsque la police, elle a un fonctionnement qui affaiblit au final la République, parce que ça affaiblit le pacte républicain, parce que ça affaiblit la cohésion de la société, alors il faut le dire. Et c'est ça véritablement aimer la police et soutenir la police. Et je crois que c'était ça le sens de ce rassemblement. Moi, j'ai envie d'être fier de la police française, et quelquefois, je ne suis pas fier de gens, mais ce n'est pas la police en tant qu'institution, ce sont des personnes. Et là où ça met en cause l'institution, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce comportement-là, en fait, il y a une forme de masse critique qui fait que les autres n'osent pas intervenir comme ils le feraient s'il y avait des éléments qui étaient plus isolés. Et en restant muet là-dessus, en disant après tout, c'est comme ça, je crois qu'on encourage ceux qui se comportent mal et qu'on dit à ceux qui n'osent pas se manifester au sein même de la police, vous avez raison de vous la fermer parce qu'en fait, on s'en fiche. Et notre responsabilité, elle est de dire que ça, c'est pas possible. Et en disant ça, moi, je pense beaucoup à Youssef parce qu'en fait, moi, par mon parcours culturel et familial, j'ai jamais vraiment discuté avec des gens qui, avant de rencontrer Youssef, qui subissaient assez régulièrement des contrôles d'identité. Moi, j'ai 49 ans, je vais être très souvent à Paris depuis des années, jamais on m'a demandé mes papiers en fait. Et on est beaucoup dans cette salle à être dans cette situation-là. Et je pense qu'on n'est pas très bien placé en fait pour se rendre compte ce que ça veut dire que de se faire régulièrement contrôler et de la manière dont ça se passe et que la revendication du récépissé de contrôle d'identité n'est pas quelque chose d'accessoire. Enfin, c'est pas un papier.
Et puis surtout, pour des gens qui ne sont jamais contrôlés, forcément, ça ne veut rien dire. Mais c'est ça qui était au cœur de cette manifestation. Et moi, je suis content d'y être allé. Et à aucun moment, il y avait un message de haine. En plus, les slogans qui ont été dits étaient, je crois, le slogan phare était « Il n'y a pas de paix sans justice ». Enfin, c'était ça. C'est exactement ce qu'on dit à propos de toutes les guerres, de toutes les guerres qui se passent ailleurs. Donc, c'est la palissade de dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et ce sentiment d'injustice, parce qu'il existe, parce qu'il suffit de regarder comment sont traitées les réclamations sur des comportements policiers, évidemment qu'il y a une injustice. Ce sentiment que cette injustice, en fait, elle est la norme, elle ne peut pas provoquer, elle ne peut pas susciter d'adhésion de la société dans son ensemble avec ses forces de l'ordre. Et ça, je pense que c'est un danger pour la République. Et moi, je suis attaché à la République, attaché à sa police, attaché à l'ordre. Et c'est pour ça que j'attends que la police, elle soit exemplaire, et elle ne l'est pas toujours. Catherine ? Je voulais apporter un rectificatif. George Floyd n'est pas mort d'une mort malheureuse. Son décès a été nommé par les autorités américaines comme un meurtre. Merci Catherine. Gaëtan Cordelet ? C'est un sujet extrêmement complexe et c'est une noble cause. Je rejoins Ursule en tout cas et je comprends en tout cas le racisme qu'elle peut endurer tous les jours. Je voudrais tout de même souligner que cela peut être dans n'importe quel sens. Durant la campagne, certaines personnes ont dit que j'étais du Front National parce que j'étais grand, blond, blanc, aux yeux bleus. Voilà, tout simplement. Et cette cause qui est éminemment importante, il me semble dommage, en tout cas aujourd'hui en France, qu'elle soit représentée par quelqu'un qui, certes, est décédé de manière tragique, donc Adama Traoré, mais qui, pour l'instant, il y a un procès qui est en cours. Et je pense que chacun devrait garder ses pensées personnelles pour soi, parce qu'il y a un jugement qui n'est pas encore tout à fait rendu. Et pour l'instant, voilà, restons chacun à notre place. Et tout de même, je voudrais rappeler que cette personne a eu 17 condamnations par le passé. Cela n'excuse pas le geste des policiers pour l'instant. Mais je ne souhaite pas en tout cas qu'un délinquant puisse être... Comment ? Non, c'est pas du tout. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, monsieur Benhamar. Je ne souhaite pas qu'un délinquant soit érigé en martyr pour une cause qui mérite des personnes vraiment... vous parlez de Martin Luther King, mais ce ne serait ne pas rendre hommage à Martin Luther King que d'ériger Adama Traoré en martyr. Par ailleurs, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, je souhaiterais qu'il y ait également autant de mobilisation lorsque des policiers, des pompiers, des ambulanciers se font caillasser lorsqu'ils vont dans certains endroits en France qu'on ne peut malheureusement plus appeler la France puisqu'il n'y a plus de droit dans ces quartiers-là. Céline. Merci, c'est mon premier micro. Sans cas personnel, mais quand même, pour parler de vécu, je suis blanche, mon mari est d'origine africaine, mes enfants sont métis. C'est ma fille de 10 ans qui a voulu aller à ce rassemblement. Pourquoi ? Parce qu'encore aujourd'hui, à Allonne, dans son école, elle entend encore des propos. D'accord ? Il y a quelques mois, elle a entendu « Tu es noir, les noirs sentent mauvais ». D'accord ? Donc, elle n'est pas délinquante. Mais voilà, la notion de racisme, elle existe encore. Et je vous passe les détails. Le confinement, j'ai pris plus souvent mon véhicule que mon propre mari. Je n'ai jamais été contrôlée. Mon mari, il a été... Je compte plus. En fait, j'ai plus assez de mains pour compter. C'est des exemples de ce type que ce mouvement, en fait, met en avant. On n'est pas là pour parler de
de faits divers, de ce que ce monsieur a pu faire effectivement auparavant. On s'en fiche, c'est un être humain, un père de famille, un homme, et c'est ça qu'il faut défendre. Il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de fait par le passé. Voilà, il s'est passé ce qu'il s'est passé à l'instant T. Et il y a plein de petits événements dans la vie quotidienne de chacun qui, aujourd'hui, du coup, font dire non, ce n'est pas acceptable. Parce que par ces petits faits, eh ben, on arrive à un gros fait. Donc voilà. Merci Céline. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais dire 2 mots. Moustapha ? Non, mais ça va être vraiment pas très très long. Moi aussi, je faisais partie de cette manif et je vais étonner le public et notamment mon voisin juste à côté. Je n'ai jamais été contrôlé par la police. C'est une réalité. Et donc, ce n'est pas pour autant, en fait, que je ne sais pas, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Voilà, quoi. C'est une réalité. De toute façon, elle est établie. Et Youssef en a parlé. Ce n'est pas nous, ce sont comment dire, des organismes indépendants qui peuvent le prouver. Et en fait, ce débat me gêne parce qu'en fait, il occulte l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est qu'on vit dans une société qui est celle-là. On vit dans cette ville et on ne peut rien construire si on n'est pas égaux dans le sens tous les mêmes droits. Donc pour moi, la dignité, en fait, de cette manifestation, c'est une demande d'égalité. Ni haine, ni autre. C'est une demande d'égalité. Je rappelle que sur notre mairie, on est des élus municipaux, c'est écrit liberté, égalité, fraternité. On ne peut rien construire si on n'a pas ces fondements-là. Et on doit exiger cette égalité-là, que ce soit entre tous, on parlait des femmes, voilà. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas construire ensemble. Effectivement, aujourd'hui, il y a des situations où tous les gens, tous les citoyens français, malheureusement, pour une partie d'entre eux, ne sont pas égaux. Voilà, il faudra donc travailler pour arriver à cette égalité-là. Et c'est dans ce sens-là que des gens se mobilisent. Il ne faut pas les voir en contradiction. Dans cette manif, il y avait 2000 personnes de toutes les couleurs. Et j'avais l'impression qu'il y avait plus de blancs, par exemple, que de gens, voilà, j'aime pas parler de couleurs, mais voilà, c'était pour dire le mot, quoi. C'était une réalité. Vous pouvez regarder les images, ils sont toujours là. Regardez bien. Il y avait une mobilisation de toute la population. Et encore plus fort, la mobilisation de jeunes. C'était des collégiens, des lycéens. Donc c'est quand même grave qu'en 2020, on est encore à se battre sur ces choses-là. Moi, dans les années 80, je voyais déjà des soucis par rapport à cette situation-là. Peut-être que c'est l'occasion. Et toute occasion est bonne. Effectivement, ça se passe aux États-Unis. Effectivement, l'affaire Traoré, il y a 2 ans, il y a d'autres affaires. Mais tant qu'on a cette occasion justement d'ouvrir ce débat-là, qui nous mine, je vous rappelle que sur ce pays-là, il y a des partis politiques qui ont fait leur beurre sur ces questions-là. Il ne faut pas se cacher la réalité, y compris sur notre ville, dans certaines élections. C'est une réalité. Pour moi, l'essentiel de ce débat-là, si on veut avancer, si on veut construire ensemble, c'est un débat d'égalité. Merci Moustapha. Je me permettrai de dire quelques mots. Non mais ouais, je vais te passer la parole, mais tu demandes et puis après je te dis. Bon donc Rémi va prendre la parole. Oui. Donc Donc sur le même registre. Donc, sur le même registre, moi-même, tout établi que je suis, j'ai été contrôlé, victime d'un contrôle que je trouve injuste cette année. Pour la première fois, je suis en France depuis plus de 50 ans. Pour la première fois, j'ai été contrôlé devant mon travail, par la police, devant mon travail. On me demande des papiers. Et puis j'ai dit non, je n'ai pas de papiers, mais je travaille ici. Ils disent ah non, mais vous montrez vos papiers, sinon on vous amène. J'ai dit non, vous ne pouvez pas m'embarquer. Moi, je sais me défendre. Mais à supposer que ce soit quelqu'un qui ne sache pas se défendre, ça se serait très mal terminé. Donc je monte avec lui et puis on va voir mon chef de service. Mon chef de service il témoigne de mon identité, mais ils veulent à tout prix que je montre des papiers. J'ai dit mais je n'en ai pas et vous n'en aurez pas.
quand vous me parlez comme ça, vous n'en aurez pas. Donc voilà. Et ça s'est terminé en queue de poisson, ils sont partis, et donc je suis resté. Et donc je voudrais rectifier quelque chose ici que j'entends qui me fait très mal de la part de Gaëtan Cordelet, qui semble dire que parce que par le passé, on a commis de méfaits, parce qu'on a un casier judiciaire, qu'on n'a plus droit à la justice. Et ça, c'est cela, la discrimination commence par là. C'est quoi la discrimination? C'est quand deux personnes qui sont dans la même situation et qui ne reçoivent pas le même traitement. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il aurait dit ça d'un blanc qui aurait un casier judiciaire et pour lequel on réclamerait une certaine justice. Je ne suis pas sûr qu'il aurait dit ça. Et donc, des propos comme celui des Gaëtan, ce sont des propos à bannir dans une enceinte comme celle-ci, où l'égalité qui est inscrite sur le fronton de la République, des propos comme celui des Gaëtan doivent être vraiment bannis. Et donc, je voudrais lui dire vraiment sincèrement que ça me désole des propos qu'il vient de tenir à propos d'Adama Traoré. Quoi qu'il ait fait par le passé, il a quand même droit à une certaine justice, surtout qu'on démontre qu'il aurait été victime, je parle au conditionnel. C'est une bataille d'experts qu'on démontre qu'il aurait été tué, lui aussi, par la police, comme George Fresh aux États-Unis, qui a été victime d'un crime. Toute l'humanité a assisté à cette scène. Voilà, n'en déplaise à certains. Bon, je propose, bon, parce que non, mais j'ai rien dit pour l'instant. Il ne faut pas s'énerver. Je conclurai. Donc, il y a une dernière intervention de Gaëtan Cordelet, donc je passe la parole, et puis après, je conclurai à la fois ces échanges et puis ce conseil municipal. Oui, que M. Cagnouat puisse penser que je serai plus indulgent avec quelqu'un qui est blanc parce que je suis blanc, ce n'est pas non plus à son honneur. Bon, la famille Traoré a un certain passif. M. Traoré a été arrêté parce que tout simplement, comment dire, il y avait un délit de fuite, donc ça, ce n'est pas un contrôle au faciès, qu'on se le dise. Je vous le dis encore une fois, il y a une enquête. La justice n'a pas encore été rendue et pour l'instant, quand j'entends pas de justice pour Adama, j'ai l'impression que la famille souhaite avant tout de la vengeance. Bien, donc je vais à la fois répondre et puis conclure ce conseil municipal. Je pense que bon, tout ce conseil municipal, on est commencé par un vœu qu'on a voté à l'unanimité, puis on a terminé sur cette question qui est à la fois une question d'actualité, mais une question déterminante pour une ville comme Allonne. Allonne est une ville-monde. Et ce qui fait sa richesse, c'est cette diversité culturelle qui nous fait tous grandir, qui nous fait apprendre, découvrir des horizons que chacune et chacun nous aurions même pas envisagés. Et je veux vous dire, je suis très fier d'être le maire d'une telle ville, et je suis très fier d'être le chef de file d'une majorité municipale dont un certain nombre d'élus se sont exprimés ce soir. Je suis très fier et j'ai senti de l'émotion chez un certain nombre d'entre eux, y compris m'ont ému eux-mêmes, parce que nous sommes des élus au service, Mostafa l'a dit fortement dans son intervention, nous sommes des acteurs, des combattants de l'égalité. Et pas l'égalité uniquement dans les mots, mais l'égalité dans les actes, dans les faits. Nous y travaillons d'arrache-pied. Pour ça, d'ailleurs, nous avons fait le choix du service public dans cette ville. Parce que l'égalité passe, entre autres, par le service public, qui permet à l'accès aux droits fondamentaux à toutes et tous, et qui est trop remis en cause dans nos territoires, et qui conduisent à des discriminations, à des relégations. C'est ça la réalité dans nos villes. Moi, je suis fier d'être maire d'une ville qui a fait, il y a maintenant une quinzaine d'années, Moumia Boudjamal, citoyen d'honneur de cette ville, accusé à tort d'avoir tué un policier, qui est toujours en prison depuis 30 ans. Et quand on voit ce qui s'est passé, on a vu tous les images horribles. Ce n'est pas un incident malheureux. Elle a raison, Catherine. Je trouve même inacceptable d'entendre des termes pareils, d'une certaine négation. C'est un crime, qu'est-ce que je vous dise? Quand un mec
met le genou pendant 8 minutes et demie sur la carotide et que l'homme meurt, ça s'appelle un meurtre. C'est pas malheureux. C'est un acte délibéré. C'est insupportable. C'est insupportable. Et je ne veux pas polémiquer plus. J'étais chez moi ce matin à 8h20, j'écoutais France Inter. J'ai entendu la même expression que vient de dire Gaëtan Cordelet dans la bouche de Marine Le Pen. Il a été condamné 17 fois. 17 fois. Oui, chacun peut écouter France Inter en replay ce matin. Elle a dit exactement la même chose. C'est un constat. J'en dirai pas plus. Mais il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. La justice, elle doit être la même pour tous les hommes et les femmes. Voilà, vraiment. Et c'est un engagement de cette ville, d'ailleurs, très fort. Alexis l'a dit, dans les manifestations et dans nos propos, y compris les interventions de ce soir, j'ai entendu aucun élu remettre en cause l'utilité, le rôle de la police et de la justice, d'ailleurs. Oui, remettre en cause les actes d'un certain nombre. Dans une société qui est gangrénée depuis des années par cette peste qui s'appelait le Front National, qui s'appelle le Rassemblement National aujourd'hui, qui joue sur les peurs, les difficultés, les misères pour opposer les uns contre les autres. D'ailleurs, opposer les plus pauvres, les plus précarisés entre eux. Alors que pour relever le défi du vivre et du faire ensemble, nous avons besoin de mettre toutes nos énergies, nos intelligences, nos points de désaccord également, parce que c'est ça la démocratie, mais pour trouver les solutions à la hauteur des enjeux. Et après ce Covid, après ce Covid, on n'est pas après d'ailleurs, mais après cette période que nous venons de vivre, que nous continuons à vivre, on voit bien que cette société marche sur la tête et que nous avons besoin de toutes les énergies pour essayer de relever le défi social, défi environnemental, défi sociétal. C'est à cela que nous voulons travailler modestement à notre place, comme élus d'une ville populaire. Vous voyez, moi, c'est ça qui m'anime. Pour d'autres ambitions, moi, hein. C'est d'être utile aux hommes et aux femmes, de redonner de l'envie à l'acte politique dans le sens avec un grand P, pour qu'ensemble, on construise la cité d'aujourd'hui, de demain, qui permette aux hommes et aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur erreur de vie, erreur de parcours, de pouvoir construire une société solidaire, où ils fassent bon vivre ensemble, où chacun trouve sa place, et où on attend de l'État, de tous les services de l'État, d'accompagner. J'évoquais le droit commun tout à l'heure, par rapport aux politiques menées dans ce pays. Oui, nous avons besoin, nos territoires ont besoin, j'ai l'évoqué pour l'éducation nationale, que nos territoires soient encore plus accompagnés. Quand je dis nos territoires, les habitants qui sont dans nos territoires. Voilà, donc c'est ces quelques mots que je n'aurais pas la prétention de faire une conclusion, mais je crois que nous avons eu un débat important, avec beaucoup d'émotions, avec du vécu. Et ben, je suis plus que jamais, en début de mandat, conforté dans l'idée que c'est tous ensemble, dans le débat, dans l'échange, dans le respect de l'autre, que nous trouverons les bonnes solutions et que chacune et chacun pourra trouver sa place, à la fois dans notre vie, dans notre société et dans notre planète qui est si petite et si mise en danger que nous avons vraiment intérêt pour les générations à venir de tout faire pour la maintenir, la développer. Merci, bonne soirée.